C'est un match entre deux monuments du football espagnol qui va se dérouler ce samedi au Camp Nou entre le Barça et Valence. Cet épisode de temps additionnel va être consacré à cette rencontre entre les deux équipes. On va parler de leur forme du moment, de leur dernier match et on va également parier en fin de podcast avec Betclic sur cette rencontre. Et pour parler de cette rencontre, j'ai deux très très bons invités puisqu'il s'agit premièrement de Tracy, Rodrigo de Fouria Liga. Salut à toi Tracy. Salut. Et également avec nous Christopher de la page Valence France sur Twitter. Salut à toi. Bonsoir à tous les deux. Donc merci à vous deux d'être là aujourd'hui pour ce podcast et on va donc parler de cette rencontre. Alors tout d'abord Tracy, je voulais qu'on parle un petit peu du Barça et de la fin du moment puisque le Barça a réussi à enchaîner 2 victoires d'affilée. Très très bonne dynamique en vue de cette rencontre face à Valence. Bonne dynamique, oui et non. Disons que les résultats des 2 derniers matchs ont été bons. Dans le contenu, ça a été un petit peu différent. Contre l'Levante, très compliqué. Et là, contre la Real Sociedad, une très très bonne première mi-temps, sans doute la meilleure mi-temps qu'on ait vue sous Ronald Koeman. Une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile. Après, l'entraîneur néerlandais a un petit peu changé son système. Donc on va attendre de voir, et justement le fait de pouvoir voir ce que ça va donner contre Valence. Alors justement ce dernier match contre la Sociedad, t'en es satisfaite toi de ton côté? Très satisfaite de la première mi-temps. On a vu enfin un milieu de terrain qui était connecté avec l'attaque, ce qu'on avait eu du mal à voir jusque-là avec ce 4-2-3-1 et ce double pivot qui finalement ne convenait ni à Busquets ni à De Jong. Ça faisait une équipe souvent coupée en deux. Et là, sur cette première mi-temps face à la Real Sociedad, c'était un petit peu différent. On avait vraiment Busquets dans sa position préférentielle, donc tout seul en milieu défensif. De Jong un peu plus avancé, avec plus de liberté, qui a fait aussi son meilleur match depuis bien longtemps. Et Pedri, lui encore plus avancé, un peu dans l'axe, qui a beaucoup été avec Messi et qui a fait un match extraordinaire. Donc il y a des raisons de se réjouir, mais on ne doute pas non plus que Valence aura quelques situations. Tu disais, tu as cité certains joueurs de la Tracy pour le Barça, Pedri notamment, qui est une très belle découverte côté catalan et qui est l'une des seules satisfactions depuis le début de la saison du côté de l'équipe de Koeman. Est-ce que c'était un destin tout tracé pour lui? Est-ce qu'on avait déjà eu des échos sur lui qui pouvaient être à un niveau aussi élevé? Alors, c'est difficile de dire qu'on savait, parce que c'est toujours compliqué dans tous les cas de passer au Barça. On le voit par exemple même avec des joueurs expérimentés comme Pjanic, qu'on disait aussi il va s'installer en très peu de temps parce que le Barça est en crise et finalement Pjanic a beaucoup de difficultés et il ne joue pas beaucoup. Hier, face à la Real Sociedad, oui c'était hier, il rentre même après Carles Aleñá. Donc voilà, donc Pedri, non, c'était pas tout tracé, mais on avait quand même vu la personnalité du joueur à Las Palmas. On voyait que par son âge, 17 ans, il tenait l'équipe, pas à lui tout seul, parce qu'on ne tient pas à cet âge-là une équipe tout seul, mais en tout cas, c'est lui qui était l'élément essentiel dans cette équipe. Et si tu avais d'autres joueurs, parce qu'on a eu l'occasion de parler un petit peu du Barça il y a quelques semaines pour le match face à l'Atlético. Depuis ce match précisément, est-ce que tu sens qu'il y a eu des évolutions quand même? Alors on rappelle que ce match avait été perdu par le Barça, mais est-ce qu'il y a quand même du mieux ou on s'attend toujours à mieux quand même? On s'attend toujours à mieux, ça c'est certain, parce que c'est le Barça. Après, il y a quelques satisfactions. C'est vrai que du coup, c'est avec la blessure de Piqué, on assiste à des montées, et du coup, donc on a Oscar Mingueza qui est monté du Barça B pour venir jouer, et du coup, c'était une défense 100% Barça B entre guillemets, avec Mingueza et Araujo contre la Real Sociedad. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, d'avoir un entraîneur qui fait confiance aux jeunes et aux jeunes du Barça B ou aux jeunes de la Masia. C'est pas toujours la même chose, parce que par exemple, je le précise parce que Araujo est un joueur du Barça B, mais il n'a pas été formé au Barça, au contraire de Mingueza. On voit un Messi qui commence à aller mieux,
Ça aussi, c'est une satisfaction. On sent qu'il est vraiment qu'il est plus là mentalement. Voilà, ça a été forcément compliqué de se remettre dedans, mais on sent quand même que ça va mieux du côté de Messi. Comme je le disais, Busquets qui est replacé tout seul aussi, c'est forcément mieux. C'est son poste préféré, c'est là où il est le meilleur. Même si je ne suis pas sûre que ce soit lui qui reste titulaire toute la saison, mais en tout cas, il y a du mieux à ce niveau-là. Et puis l'une des satisfactions aussi, c'est Serginho Dest. Voilà, parce que à ce poste-là, le Barça avait énormément de difficultés ces dernières années à trouver un joueur capable finalement capable d'apporter du danger, parce qu'on a eu des défenseurs qui étaient pas mal, c'est Medo par exemple, mais on avait beaucoup de mal à trouver un joueur finalement estampillé Barça, et on a un peu l'impression que Serginho Dest peut être ce joueur-là. Eh ben écoute, on lui souhaite en tout cas d'avoir un peu plus de réussite que ses prédécesseurs à son poste. De ton côté, Christopher, si on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Valence, déjà pour le dernier match, c'était un laborieux en Coupe du Roi face à Terrassa, une victoire 4-2 après prolongation, notamment un rouge pris en début de deuxième mi-temps. C'était compliqué de s'en sortir, mais finalement Valence s'en est plutôt bien sorti. Ouais, effectivement, ça avait tout du match au piège face à une équipe de Tercera, donc quelque part, au vu de la saison qu'on fait actuellement, on a senti le traquenard venir. Après, effectivement, on est très très mal rentré dans le match comme on le fait d'habitude, en encaissant un but très rapidement. Ensuite, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes qui ont eu leur chance hier. Personnellement, c'est pas contre eux que j'en ai le plus eu hier, c'est contre, on va dire, les joueurs qui cherchent à se faire une place, qui sont sur le banc d'habitude et qui, pour moi, hier, n'ont pas été du tout au niveau. Et ils n'ont pas marqué de points là, du coup. Effectivement, ouais. Et voilà, après, on a réussi à égaliser, je dirais, pas par miracle, mais pas loin. À la 92e, on nous a permis de nous qualifier, mais comme l'a dit très justement l'entraîneur Javier Calafea, ce qu'on retient, c'est surtout le résultat, parce que la performance était calamiteuse et indigne d'une équipe comme Valence en Coupe du Roi, surtout que on sait que Valence l'a gagné il y a très peu de temps, donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre de match quand on prétend vouloir gagner la compétition, quoi. Alors, tu disais que des joueurs ont certainement perdu leur place. Tu parlais de qui? Enfin, perdu des points. Perdu des points, Je pense surtout à Sobrino, par exemple, qui, pour moi, n'a pas été au niveau. Et il a très très peu de minutes en Liga, et je pense que c'était pour lui l'occasion de se montrer un peu plus. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, par contre, en Liga, qui a très peu de minutes, mais qui en mériterait plus, c'est Bayejo, donc Manu Bayejo. Lui, son problème, c'est que quand il est sur le banc, il fait de très bonnes apparitions, mais quand il est titulaire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de blocage en fait avec lui. d'accord? Et quand il est titulaire, en fait, il réitère pas le genre de prestation qu'il peut fournir en fait quand il sort du banc. Et ça, j'ai du mal un peu à le comprendre, mais après, non, il y a de très bons jeunes dans notre équipe réserve. Je pense notamment à Koba et Moussa qui sort de l'équipe réserve, mais qui est maintenant avec l'équipe première. Je pense qu'on a une très bonne académie, et faut donner leur chance aux jeunes comme c'est fait actuellement, mais effectivement, on a un banc qui, pour moi, est pas assez fourni quand on s'appelle Valence, et c'est pas un banc de candidats européens comme devrait l'être Valence. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément Valence, parce que c'est pas forcément une équipe dont on parle assez souvent, comment tu peux nous décrire ton équipe actuellement? Quel est son style de jeu? Quels sont ses joueurs forts, ses joueurs clés actuellement, en tout cas pour la saison qui est en train de s'écouler? Historiquement, Valence, c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive avec des latéraux. Je pense surtout à Gaïa,
Jordi Alba qu'on a pu avoir par le passé. C'était une équipe avec des latéraux qui apportaient vraiment beaucoup sur le plan offensif et qui permettaient de justement créer le surnombre dans la surface adverse. Cette saison, bah, la référence pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Gaïa. Euh, Après, on a Moussa qui monte en puissance, qui est pour moi la révélation de ce début de saison, qui a pu faire quelques apparitions avec les sélections nationales des États-Unis. Et après, non, Moussa. Après, on a Vallejo qui fait quelques bons matchs, mais qui est encore trop inconstant à mon goût. Guedes qui commence à revenir tout doucement au niveau que l'on attend de lui. Et après, bah, malheureusement, on n'a pas. Si, Jaume Domenech qui tient la baraque dans les buts également, mais après, on n'a pas une équipe aussi, comment dire, aussi impressionnante qu'on a pu l'avoir sur les dernières années, pardon. Et cette saison, bah, avec le départ de nombreux cadres, notamment cet été, bah, l'effectif s'est vu considérablement affaibli. Et malheureusement, on n'a pas énormément de joueurs stars, entre guillemets, on va dire. Alors donc Tracy, après ce que vient de dire Christopher sur Valence et du regard que tu peux avoir sur la Liga, puisque tu regardes, je pense, pas mal de matchs pour Furia Liga, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Valence actuellement, dans le contexte dans lequel on est? Le Barça a un besoin de reprise de confiance et Valence est aussi en quête de confiance, puisque c'est une équipe qui est, on le rappelle, qui n'est pas du tout pour le moment dans la première moitié de tableau. En quoi cette équipe de Valence peut créer des problèmes du côté d'un FC Barcelone qui n'est pas forcément encore remis de son début de saison? C'est assez compliqué de répondre à cette question et je me la suis, je me la suis posée avant de venir parce que c'est vrai que c'est très difficile de cerner Valence. J'ai demandé donc à François Miguel Boudet, qui est le spécialiste de Valence sur Furia Liga, et c'est vrai que même lui a du mal finalement à cerner cette équipe-là qui peut sortir des gros matchs, qui peut gêner les gros. On l'a vu contre le Real Madrid, même si c'est vrai que ça a été un concours de circonstances avec 3 pénaltys, enfin un concours de circonstances. Disons qu'il y a eu 3 pénaltys sifflés contre le Real Madrid, ce qui n'arrive pas toutes les semaines. Mais c'est vrai que cette équipe est très difficile à cerner. On a vu pour l'instant que le Barça avait de grosses difficultés face au bloc bas. Le Barça n'a actuellement pas d'ailier à part Trincao, Ouais. mais qui est en difficulté, qui n'est pas vraiment au niveau où il était en pré-saison. Et du coup, on a un Barça, voilà, c'est donc Braithwaite qui joue sur un côté, par exemple. Et donc, c'est vrai que le Barça a du mal face aux équipes qui défendent bas. Ils ont du mal à contourner ça. C'est une équipe qui a un jeu très axial actuellement, ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais comme Valence va réellement, je pense, chercher à défendre pour exploser en contre, ça risque d'être difficile pour le Barça à ce niveau-là. On a déjà vu un Barça qui s'est cassé les dents sur d'autres défenses avant ce match. On l'a vu contre Alaves, contre Retafe notamment. Et c'est là que le Barça risque d'avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il va falloir que les latéraux jouent un rôle, autant Serginho Dest que Jordi Alba. Donc j'ai vu que du côté de Valence, José Gaya sera probablement de retour. C'est vrai que s'il n'avait pas été là, j'aurais misé assez facilement pour une victoire du Barça. Mais le retour de José Gaya forcément joue. Et le Barça risque effectivement d'avoir des difficultés à ce niveau-là si Valence arrive à bien défendre, parce que c'est pas toujours le cas non plus. On a un Valence, et là pour le coup c'est propice aux deux équipes. On a des équipes qui font quand même beaucoup d'erreurs défensivement, des erreurs individuelles, des grosses erreurs individuelles. C'est vrai. Et ça forcément ça joue. Ce sera sûrement Clément Langlais qui sera titulaire, probablement aux côtés d'Araujo. Clément Langlais qui est pas dans sa meilleure forme. Donc ça peut également jouer pour Valence. Christopher, du coup, est-ce que l'analyse de Tracy te semble assez juste sur Valence, le Valence actuel du moins? Bah, effectivement, on a deux équipes qui font beaucoup d'erreurs défensives et des erreurs qu'on peut qualifier d'évitables.
Effectivement, le retour de José Luis Gaya est une bonne chose pour nous au niveau de l'apport offensif, mais aussi au niveau de l'apport défensif et du fait que, bah, comme je l'ai dit auparavant, c'est une référence, donc c'est quelqu'un qui a un leadership assez important dans l'effectif. Après, j'espère juste que Javi Gracia va pas reproduire comment dire, la façon de préparer le match comme il l'avait fait contre l'Atlético, où on avait surtout joué à ne pas perdre. Et bah, malheureusement, à force de plier, bah, on a rompu. Et pour moi, non, il faut sortir au contraire avec l'envie de gagner et ne pas partir en se disant bon bah on joue le match nul à tout prix et on verra ce que ça donne quoi. C'est pas pour moi ça correspond pas du tout à l'ADN que doit avoir Valence et à l'ADN qu'on doit avoir quand on est coach de Valence. Et si je te retourne la question, Christopher, comment tu vois le Barça dans ce moment? Donc, le Barça vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment quand même. Depuis ces 2 victoires-là, on peut quand même espérer que le Barça retrouve un petit peu de sa splendeur. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moment justement de couper cet élan rapidement et de jouer ce Barça-là? Ben effectivement, le Barça reste sur 2 victoires contre la Sociedad et contre Levante. Comme l'a dit Tracy, c'est 2 victoires qui ont été assez poussives, notamment contre Levante où le but a été inscrit en fin de match, si je dis pas de bêtises. Euh, Effectivement, bah, c'est le bon moment pour leur couper l'herbe sous le pied, pardon. Et il faut espérer que l'on puisse faire un résultat. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'offensivement, on n'est pas non plus hyper dangereux cette saison. On a Maxi Gomez en attaque, mais après, on est vite limité, on va dire, au niveau des possibilités de marquer. Et honnêtement, je pense qu'un match nul, ce serait déjà une très bonne chose pour nous. Car on sait que bah, venir au Camp Nou, c'est jamais une chose aisée, qu'on s'appelle Valence ou qu'on s'appelle Elche, par exemple. C'est jamais aisé de gagner là-bas. Et honnêtement, je pense qu'un match nul, ce serait déjà une très bonne chose. Pas une chose aisée, mais pas une chose impossible non plus. Effectivement. On a pu le voir à plusieurs reprises ces dernières années. Donc pourquoi pas se prendre à rêver sur cette rencontre-là. Alors justement, en parlant de cette rencontre, donc on rappelle qu'elle aura lieu samedi à 16h15 au Camp Nou du FC Barcelone. Tracy, alors côté catalan, on a 4 absents à noter. Donc Ousmane Dembélé qui est absent 360 jours sur 365 par année. Ansu Fati, Piqué, sont aussi absents côté catalan. Alors, on a un 11 possible pour le FC Barcelone pour ce samedi. Alors, tu vas me dire si tu es en accord sur ce 11 de départ. Alors, ce 11 de départ qu'on a, donc c'est Ter Stegen dans les buts, une défense Jordi Alba, l'anglais Araujo, Serginho Dest à droite, Frankie de Jong, Busquets en récupérateur, Pedri à gauche, Coutinho en 10, Messi à droite et Griezmann dans l'axe. Est-ce que ça te paraît plutôt cohérent? Je ne sais pas si Coutinho sera titulaire. Honnêtement, je pense qu'il est possible que Koeman décide de partir avec la même équipe que celle alignée contre la Real Sociedad, à la différence de l'anglais à la place de Mingueza. Mais c'est vrai que là, l'équipe que tu m'as citée, c'est une équipe qui est plus faite du coup pour jouer en 4-2-3-1. Et on a vu que sur les 2 derniers matchs, Koeman essayait de mettre en place un 4-3-3, même si c'est pas réellement un 4-3-3, mais en tout cas, ça a plus de critères. Ça a plus de critères de ce schéma-là. Donc du coup, Coutinho, honnêtement, déjà ses performances ne lui offrent pas spécialement une place de titulaire pour ce match. Au contraire de Braithwaite, qui sans être non plus exceptionnel apporte quelque chose en plus. Et il marque des buts, surtout ça. Aussi. Bien sûr, aussi. Surtout ça. Et Coutinho, effectivement, son niveau ne lui garantit pas une place de titulaire. Et même à la place de Pedri, par exemple, actuellement, il n'y a pas photo entre Pedri et Coutinho. Donc, je suis pas sûre que Coutinho soit titulaire. Mais comme tu l'as dit, ce sera de toute façon, je pense, soit Coutinho, soit Braithwaite, avec l'équipe que tu as citée, voilà, avec l'anglais à la place de Mingueza.
Mais je serais assez étonnée quand même que Koeman change son dispositif et change ses hommes par rapport à la Real. Après, effectivement, Pedri était quand même fatigué. Est-ce que physiquement tout le monde est opérationnel? Ça, par contre, je ne sais pas. Mais si tout le monde est opérationnel, je le vois mal changer. Je le vois mal changer ses joueurs, voilà, à part l'anglais. Alors, donc, de toute façon, il faut savoir que Braithwaite, s'il venait à jouer à la place de Coutinho, ça descendrait Griezmann en position de numéro 10 et Braithwaite dans l'axe ça bouge seul. beaucoup, ça permute en fait. Braithwaite peut être sur un côté, Griezmann aussi, mais en fait, ça permute énormément. C'est pour ça que je dis c'est un 4-3-3 sur le papier, c'est un 4-3-3 maintenant, enfin sur les deux derniers matchs. Mais c'est vrai que ça percute énormément. On a un Messi qui revient parfois en 10 ou Pedri ou même parfois Griezmann. Après, on reprend les positions en 4-3-3, donc ça permute énormément. Bah, c'est vrai qu'on nous présente ça comme un 4-2-3-1. Après, le fait qu'on ait des joueurs qui décrochent beaucoup peut se transformer très rapidement, comme tu l'as dit, en 4-3-3. Donc, à voir ce que ça donnera face à Valence. Mais en tout cas, pour le moment, ça pourrait être... Tout dépend de la position de De Jong. En fait. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Je pense que ça dépendra beaucoup aussi de ça. Donc on verra bien. Donc oui, il pourrait revenir sur le banc Braithwaite pour ce match. C'est une des rumeurs pour cette rencontre, mais à voir pour samedi. Côté Valence, est-ce qu'on a peur de cette potentielle compo, mon cher Christopher? Bah, c'est quelque chose qui me semble assez classique, on va dire, au moins sur les deux dernières rencontres. Comme vous l'avez dit justement, Braithwaite, c'est pas quelqu'un qui nous faisait vraiment peur, on va l'avouer, mais il a comment dire, il a ce qu'il faut, il marque des buts et c'est tout ce qu'on demande à un attaquant. Donc effectivement, ça peut jouer dans la balance. Après, non, je pense pas qu'il faut qu'on parte en se disant, comme contre l'Atlético, en ayant la peur au ventre, il faut qu'on parte en se disant, bah, il y a moyen de faire quelque chose et faut qu'on mette toutes les cartes de notre côté justement pour essayer de faire un résultat. Et puis, on l'a vu, des équipes comme les Levante, sans leur manquer de respect, bien sûr, mais on posait énormément de problèmes au Barça, donc je vois pas pourquoi nous, on serait pas capable de le faire à notre tour. Alors, côté Valence, on a aussi une compo probable, donc on partirait plus sur un 4-4-2 avec Romé dans les buts, Gaïa, Diakabi, Gabriel et Vass en défense. Quatuor au milieu de terrain, Guedes, Rasic, Soler, Younous Moussa et le duo d'attaque Valiero et petite incertitude pour Gomez, pour Maxi Gomez qui souffrirait d'une douleur au genou. Donc pour le moment, incertitude pour Gomez, mais il pourrait potentiellement tenir sa place face au Barça. Est-ce que tu y crois, toi, cette compo? Ouais, pour moi, c'est une compo qui me semble assez probable. Il n'y a pas vraiment de secteur qui me fasse plus peur que ça, hormis mon ami Mokhtar Diakabi. Mais non, on est sur quelque chose d'assez classique du côté de Valence. Le 4-4-2 ça est une chose traditionnelle maintenant depuis Marcelino. Et non, bah, j'espère qu'on reverra le Guedes qu'on a vu contre Terrassa et le Younous Moussa qu'on a vu depuis le début de la saison, en espérant que, effectivement, comme tu l'as dit, Maxi Gomez puisse tenir sa place au Camp Nou. Alors, tu parlais du Younous Moussa, justement, il y aurait une petite incertitude sur lui aussi et laisser sa place à Jason. Est-ce que ça paraît probable selon toi, ça? Pour moi, Younous Moussa devrait jouer. Après, on peut pas être sûr à 100% pour le moment, mais il devrait pouvoir tenir sa place. Et honnêtement, je préférais qu'il tienne sa place. Non pas que Jason soit pas à sa place, mais Moussa apporte quelque chose que j'aime beaucoup, il a ce don pour percuter les défenses adverses. Il a cette fougue un peu dû à sa jeunesse, pardon, qui fait que c'est assez embêtant pour les adversaires. Et c'est vrai que je pense qu'il est sur une pente ascendante. Après, comme j'ai pu le lire beaucoup sur Twitter, il faut pas qu'on le crame trop vite. Oui, il est encore jeune, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour ça. Il faut pas qu'on le fasse jouer 37 matchs sur 38 parce que
c'est là où on va le perdre et justement alterner avec malgré les possibilités assez faibles qu'on a de rotation dans notre effectif, essayer d'alterner pour pas qu'il subisse de blessures Bien et sûr. pour pas que justement il se crame trop vite à cause de son âge quoi. Donc non, faut faire attention de ce côté-là et pas brûler les étapes, je pense. D'accord. Bah, écoute, on verra ça samedi en tout cas si Younous Moussa tiendra sa place, mais ça devrait le faire pour lui. Et aussi par rapport à Maxi Gomez, on verra si sa douleur au genou ne va l'empêcher de jouer ou pas. Tracy, pour terminer, avant de passer au pari sur cette fin de podcast, que penses-tu de cette compo probable côté Valence? Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs qui pourraient retenir ton attention? Comme je disais tout à l'heure, j'étais plutôt optimiste pour le Barça si Gaïa n'était pas là. C'est vrai que la présence de Gaïa change beaucoup de choses. Il est sur ce côté-là. C'est celui qui apporte aussi souvent le danger. Hein, donc forcément, c'est Gaïa qui moi parce que c'est aussi du coup le capitaine, forcément sa présence va changer quelque chose. Et effectivement, comme le disait Christopher, Moussa, quand on sait que la défense du Barça a vraiment des difficultés, que l'anglais a des difficultés ne serait-ce qu'à lire le jeu, voilà, il laisse beaucoup d'espace. Et c'est vrai que Moussa adore ça, donc ça c'est assez inquiétant pour le Barça. Il va falloir que Valence, je pense, va s'appuyer de toute façon, même si Christopher espère qu'ils vont venir pour jouer, je pense quand même que ça va un petit peu jouer en contre. Et c'est pas forcément une mauvaise idée, honnêtement, comme je disais tout à l'heure, pour battre le Barça, parce que le Barça a perdu face à ces équipes-là. Donc prendre le Barça de vitesse en contre, c'est plutôt facile, on va dire, avec cette défense en difficulté. Alors là, ce sera peut-être différent puisque le double pivot n'est plus là. Le double pivot n'a pas du tout aidé à ce niveau-là. Donc à voir aussi comment ce sera un test aussi pour ce nouveau schéma de Koeman s'il le met encore en place. Mais on va le voir dans les pronos. Je pense quand même que Valence va réussir à marquer au Camp Nou. Eh ben écoute, on va voir ça justement. Belle transition, Tracy, merci à toi. Tu as une place toute trouvée dans cette émission. Donc comme vient de l'indiquer Tracy, on va passer au pari avec Betclic. Donc pour rappel, vous pouvez bénéficier de notre code promo temps additionnel avec Betclic. Pour votre premier pari, vous serez remboursé à hauteur de 100 euros. Donc n'hésitez pas à en profiter. On vous mettra le lien sur Twitter pour vous inscrire et profiter de cette offre spéciale. Donc avec Betclic. Donc pour cette rencontre, j'ai demandé à Tracy et à Christopher de me donner leur pari et leur cote également sur cette rencontre. Donc Tracy, on va commencer par toi pour le résultat du match. Tu as pronostiqué donc une victoire du FC Barcelone côté à 1,25. Donc au niveau de la cote, on prend pas beaucoup de risques selon Betclic, mais quand même attention. Mais bon, c'est une victoire du Barça. J'ai hésité, mais je pense que le Barça va continuer sur sa ligne des deux matchs précédents. Et j'ai l'impression que Messi aussi, voilà, et je l'ai dit, est un petit peu revient bien et il va se remettre à marquer à un moment. Alors, toi aussi, Christopher, tu nous pronostiques une victoire du Barça. Pourquoi plus une victoire du Barça que de ton Valence chéri? En fait, tout dépend comme j'ai pu le dire auparavant, tout dépend de comment on va sortir pour aborder ce match-là. Si, comme l'a dit très, très justement Tracy, si on procède en contre et qu'on s'appuie sur le talent de percussion de Moussa et de Guedes, s'il est dans son match, il y a moyen qu'on en tire quelque chose. Au contraire, si on reproduit un peu le même genre de match qu'on a fait contre l'Atlético, je pense que le Barça gagnera ce match. Au vu de la saison, je préfère être pessimiste et avoir une bonne surprise en partant sur une victoire du Barça, même si j'ose espérer évidemment qu'on fera beaucoup mieux que ça, au final. Bien sûr, c'est le but aussi. C'est le but de pouvoir supporter son équipe. Si t'espères pas ne serait-ce qu'une victoire, quand même, ça serait dommage. Effectivement. Alors, vous m'avez tous les deux donné un buteur. Tracy, toi, tu m'as donné Messi x2. Donc, il est coté à 2,80. Buteur au moins 2 fois pour Lionel Messi. Pourquoi tu le vois marquer un doublé plus qu'un autre joueur?
Comme je l'ai dit, je pense vraiment que on l'a vu vraiment impliqué dans les derniers matchs. On sait qu'il a eu beaucoup de mal à se remettre dedans. Le début de saison a été un peu compliqué, même s'il reste Messi et qu'il est toujours le meilleur joueur de l'équipe. Mais là, on sent depuis quelques matchs qu'il revient. Je pense qu'il va vouloir marquer des buts parce que finalement, cette saison-là, en termes de buts pour lui, est un petit peu plus compliquée que les précédentes. Un peu moins prolifique, ouais. Voilà, en même temps, c'est difficile de faire mieux aussi. On peut le voir comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression que Messi revient bien. Et dans ce système qu'a mis Koeman sur les 2 derniers matchs, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise. Il reçoit plus de bons ballons, il est plus accompagné. Et donc, je pense que face à la défense de Valence, qui n'est pas toujours très en place, je pense que ce serait le bon moment pour mettre le petit doublé cette saison. Et pourquoi pas se relancer sur un match comme ça face à une équipe qui va certainement en vouloir. De ton côté, Christopher, toi tu nous as choisi Carlos Soler. J'ai pas la cote sur penalty puisque tu m'as dit Carlos Soler sur penalty, mais j'ai la cote Carlos Soler buteur simple, c'est 5,80. Donc ça peut être pas mal, hein. Si vous prenez notre code promo 100€, ça vous fait 580 à l'arrivée. Ça peut être pas mal de prendre un petit risque là-dessus. Alors pourquoi Soler plus qu'un autre, Christopher? Comme l'avait dit justement Tracy, Clément Lenglet, je pense, aura du mal avec Younous Moussa. Donc, je me suis imaginé un petit scénario, un petit débordement plein de percussions de Younous Moussa et une faute de Clément Lenglet dans la surface pour permettre à Carlos Soler de marquer un penalty, étant donné qu'il est assez friand de cet exercice depuis le début de la saison. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc dans tous les cas, même s'il marque un but dans le jeu, c'est 5,80, donc c'est assez intéressant. Alors, tu nous as sorti aussi une cote plutôt intéressante, une cote à 7,40 pour une victoire 2-1 exacte du Barça. C'est vraiment le score que tu vois, toi? Dans la physionomie, oui. Après, mon score, on va dire que je souhaiterais vraiment, ce serait un partout. Oui, c'est vraiment c'est le cœur du supporter qui parle. Voilà, c'est ça. Là pour le score un partout, on a une cote à 11 qui peut être aussi pas mal à jouer. Tracy, tiens, tu vas nous donner ton score pour qu'on puisse donner la cote qui va avec. J'ai dit exactement les mêmes choses. J'avais dit moi aussi Carlos Soler sur penalty. Ouais. Et j'avais aussi dit 2-1. Ouais, oui, je viens de me rendre compte en plus. C'est vrai que j'avais vu ça. Donc 7,40 pour le 2-1 ou 11 pour le 1 partout. Et n'hésitez pas à nous donner vos pronostics aussi sur Twitter pour savoir ce que vous voyez et puis nous donner aussi. Et c'est vrai qu'il y a souvent aussi, si jamais ça peut intéresser, il y a souvent des buteurs un peu étranges dans ces matchs-là. Enfin, des buteurs qu'on n'attend pas, surtout côté Barça. Donc dans ce genre de match, contre Valence donc moi on m'a dit Araujo. Voilà, si quelqu'un veut tenter Araujo, c'est le moment. Alors Araujo, il est à 7,45. Pourquoi pas? Pourquoi pas se prendre à rêver et aussi prendre un petit peu d'argent au passage, ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir. Bon, en tout cas, merci à vous deux, merci à toi Tracy, merci à toi Christopher. Merci à toi. Donc merci à toi. Tracy, on peut te retrouver sur Furia Liga, de nombreux articles sur votre plateforme, donc de très très bons articles, n'hésitez pas à aller les lire et à les consulter, c'est très qualitatif. Et Christopher, on peut te retrouver donc toi sur la page Valence France avec tes compères pour suivre l'actualité du FC Valence. En tout cas, merci à vous encore de nous écouter, toujours de plus en plus nombreux, ça fait énormément plaisir. Beaucoup de choses vont arriver avant cette fin d'année. On vous promet beaucoup de podcasts parce qu'il va y avoir aussi le Boxing Day en Angleterre qui va arriver et on va avoir du coup beaucoup de contenu à vous proposer d'ici les prochaines semaines et même d'ici les prochains jours. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne. C'était Quentin de Traditionnel. Salut à tous.